Une lutte de pouvoir, mais vraiment au sommet de l'État. Sauf que là, on oublie les décrets, on oublie les discours au Parlement. Oui, on oublie tout le décorum habituel. L'arme ici, c'est une liste de joueurs de foot, le choix d'un sélectionneur. C'est ça. Et même le résultat d'un quart de finale de Coupe d'Afrique. C'est le théâtre d'opérations absolument fascinant qui est au cœur du document qu'on a sur la table aujourd'hui. C'est un prisme assez incroyable pour observer la politique. On parle souvent de soft power, mais là, c'est autre chose. Le terrain de foot devient l'arène où se règle une guerre d'influence. Exactement. On m'a plongé dans une analyse qui nous vient d'un lanceur d'alerte en exil, Zui Manto, et qui décrit une bataille politique sans merci au Cameroun, et une bataille menée par clans interposés à travers le symbole ultime du pays, les lions indomptables. Notre mission, c'est de décortiquer cette mécanique pour comprendre comment le sport le plus populaire au monde peut devenir un véritable champ de bataille pour le pouvoir. Et pour comprendre ça, il faut d'abord poser le décor. Et le décor, en fait, c'est la clé de tout. L'analyse part d'une prémisse très forte, Oui, assez brutal même. très brutale. L'idée, c'est que le président Paul Biya ne gouvernerait plus réellement le pays depuis au moins 5 ans. L'auteur le qualifie de sénile, Ce qui veut dire qu'il y a un vide au sommet de l'État. Et en politique, la nature a horreur du vide. précisément. Et c'est ce que décrit le document. Ce vide aurait permis l'émergence de clans qui se livrent une guerre de succession, avant même que la succession soit ouverte. On est dans le positionnement pour l'après, en quelque sorte. Tout à fait. Et ce qui est fascinant, c'est le choix du terrain de jeu, le football. Pourquoi? Parce que c'est l'institution qui parle le plus au cœur des Camerounais. Contrôler les lions indomptables, c'est contrôler un symbole national. L'analyse identifie d'ailleurs très clairement deux camps. D'un côté, il y a celui qui semble tenir les rênes du pouvoir. Un homme, Ferdinand Gongongo. L'influent secrétaire général de la présidence. Le texte le décrit comme celui qui décide de presque tout. C'est l'homme fort. Le pouvoir en place, si on veut. C'est ça. Et face à lui se dresse un clan rival. Et la stratégie de ce clan, elle est très claire. Utiliser une figure emblématique. Exactement, une icône, une légende vivante pour le contrer. Samuel Eto'o, un des plus grands footballeurs africains de l'histoire et aujourd'hui président de la fédération, la FECAFOOT. Le terme utilisé dans le texte est très fort, il serait une marionnette. C'est un mot dur, oui, mais qui illustre bien la dynamique. Est-ce qu'il est consentant, manipulé? Le texte ne le dit pas. Mais ce qui est sûr, c'est que sa popularité immense, En fait, une arme politique redoutable. voilà. Il peut se permettre des choses, dire des choses que des politiciens ne pourraient jamais oser. C'est le bélier parfait pour le clan adverse. Et comme dans toute guerre, il faut une étincelle. Et cette étincelle ici, c'est une nomination. Un acte de pouvoir très concret, oui. Le clan de Ngogo, pour bien marquer son territoire, décide d'imposer un nouvel entraîneur à la tête de l'équipe. Un Belge, Mark Bryce. C'est une façon de lui dire ta fédération, ton titre, c'est bien gentil, mais à la fin, c'est nous qui commandons, même chez toi. L'enjeu n'est donc pas du tout sportif. Ah non, pas du tout. L'enjeu, c'est de savoir qui est le patron. On aurait pu penser qu'Eto allait plier, mais non. Le clan qu'il soutient, évidemment, ne reste pas les bras croisés. Non, il passe à la vitesse supérieure. La source dit qu'il lui assure leur soutien total et l'encourage à faire l'impensable. C'est-à-dire, Rejeter, je cite, toute décision présidentielle venant du palais. Là, on n'est plus dans la contestation, c'est de l'insubordination ouverte. on lui demande d'entrer en rébellion directe, en fait. C'est exactement ça. Et Eto'o, se sentant très sûr d'être protégé, passe à l'action. Il ne proteste pas, non. Il fait un geste d'une audace folle, Il limoge Marc Brice, le coach qu'on vient de lui imposer. purement et simplement. Et dans la foulée, pour bien montrer qui est le maître à bord, il nomme son propre entraîneur, un certain Pagou David. C'est un coup de poker. Total. À ce moment précis, la guerre n'est plus souterraine, elle est déclarée aux yeux de tous. Le ballon de foot est officiellement devenu l'otage de cette lutte de pouvoir. Et l'escalade continue, de manière spectaculaire juste avant l'échéance la plus importante, la Coupe d'Afrique des Nations. Le timing est incroyable. À seulement 2 semaines du tournoi, un moment où toute équipe cherche la stabilité, Eto'o fait tout l'inverse. Il décide de dissoudre tout l'encadrement technique. Tout le monde dehors. C'est sportivement suicidaire, on est d'accord, mais le calcul n'est plus sportif. Il est politique. Oui, c'est une purge. Il doit s'assurer un contrôle absolu. Chaque membre du staff doit lui être redevable, à lui et à son camp. La loyauté politique avant tout. Et ça va encore plus loin.
Il ne s'arrête pas au staff, il refait sa propre liste de joueurs. C'est ça. Le document est très précis. Il écarte méthodiquement ceux qui, je cite, refusaient de lui prêter allégeance à l'époque de Marc Brice. Il ne prend que ses joueurs, en gros. Voilà. L'équipe nationale, censée représenter l'unité, devient le reflet des divisions politiques. Une fois son équipe constituée, il part au Maroc. Avec son coach, son staff, ses joueurs, il a la mainmise totale. C'est son pari. Et la pression sur ses épaules doit être monumentale. Ah bah oui, parce que là, il n'a plus le droit à l'erreur. Le document est très clair. Gagner la CAN n'est plus un objectif, c'est une nécessité vitale. Une victoire serait une validation de toute sa démarche. Exactement. Ce serait la preuve qu'il avait raison contre l'appareil d'État. Un triomphe pour ses patrons politiques, mais une défaite, Serait un désastre absolu, pas juste un échec sportif. un échec politique retentissant pour tout son clan. Et il y a ce détail qui en dit long. Après une victoire contre l'Afrique du Sud, qui qualifie le Cameroun, Eto'o va sur les réseaux sociaux. On s'attend à ce qu'il félicite ses joueurs, son coach. Mais non, il publie un message pour exprimer son amour à un certain Oswald Babouquet. Et ce n'est pas un nom anodin, pas du tout. Le texte nous précise bien qui il est, le directeur adjoint du cabinet civil à la présidence, et surtout un influent membre du clan rival. Donc son premier réflexe est politique. C'est un message. C'est plus qu'un message, c'est une déclaration d'allégeance publique. Il dit « Cette victoire, c'est celle de notre camp. Voilà à qui je la dédie. » Il ne se cache même plus. Le masque tombe complètement. Oui, mais le sport a ses propres vérités, et le terrain finit toujours par parler. Et le pari, aussi audacieux soit-il, ne paie pas jusqu'au bout. L'aventure s'arrête en quart de finale. Élimination par le Maroc. Le verdict du terrain est tombé. Et dans la logique qui nous est décrite, cette défaite sportive est avant tout une défaite politique majeure pour le camp d'Eto'o. Tout s'effondre avec ce résultat. C'est ça. Il a tout misé sur une victoire, et il a perdu. Alors, quelles sont les conséquences? La source se termine sur une note, presque une sentence. Oui, la conclusion est lapidaire. L'auteur affirme qu'à Yaoundé, dans le camp de Ferdinand Gongo, on n'attendait que ça. C'est une occasion en or servie sur un plateau. Exactement. Ils n'ont même plus besoin de critiquer sa gestion, le tableau d'affichage parle pour eux. L'échec est public, indiscutable, Il leur a donné le bâton pour se faire battre. précisément. Et la source se conclut sur une prédiction, Gongo va à coup sûr contre-attaquer dans les jours qui viennent. La défaite sur le terrain devient le prétexte parfait. Le catalyseur de la prochaine phase de cette guerre, oui. L'échec sportif délégitime Eto'o et par ricochet tous ses soutiens. Il donne à Gongo le beau rôle, celui qui avait raison depuis le début. C'est un scénario de thriller politique, en fait. Le match de foot n'était qu'une péripétie. C'est ça. Pour résumer, on a une icône mondiale du sport qui devient le général d'une armée dans une guerre de succession qui ne dit pas son nom. Et l'équipe nationale, la fierté de tout un peuple, est transformée en enjeu, en trophée politique. Ce qui est vraiment frappant, c'est que l'analyse s'arrête sur un suspense total. La défaite, ce n'est pas la fin. C'est le début du deuxième acte. Tout à fait. On a l'impression d'avoir lu la fin de la saison 1 et l'auteur nous annonce que la saison 2 va commencer et qu'elle sera probablement encore plus brutale. C'est exactement ça. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, que la source ne fait qu'esquisser. Cette contre-attaque, elle va prendre quelle forme? Est-ce que ce sera juste une reprise en main administrative de la fédération? Ou est-ce que ça ira plus loin? Des poursuites judiciaires? Une campagne pour détruire sa réputation? Et au-delà de son sort personnel, quelles seront les conséquences pour l'équilibre du pouvoir au Cameroun? Ce que l'analyse nous fait bien comprendre, c'est que le prochain match, le plus décisif de tous, ne se jouera certainement pas sur un terrain de gazon.